Bonjour mes amis. Aujourd'hui, au coin de la gazinière, nous allons parler uranium, chimie et aussi un tout petit peu cuisine, car il y a un rapport entre une poêle et l'enrichissement de l'uranium. Si, je vous jure. Nous avons vu précédemment que fabriquer une bombe atomique était relativement simple, à condition d'avoir de la matière fissile sous la main pour réaliser la fameuse réaction en chaîne. C'est là que ça se complique, car dans la nature, le seul élément fissile disponible en quantité suffisante est l'isotope 235 de l'uranium. Quand je dis en quantité suffisante, c'est un bien grand mot, car il ne représente qu'une fraction de l'uranium présent sur Terre. Mais regardons cela plus en détail. L'uranium, découvert en 1789 en Allemagne, est nommé d'après la planète Uranus, qui venait elle aussi d'être découverte à l'époque. Il faudra cependant attendre 100 ans pour que la radioactivité de l'uranium soit observée, un événement qui marquait la naissance de la physique nucléaire. L'uranium donc est un métal lourd, faiblement radioactif. Dans la nature, il est relativement répandu. Il est plus abondant que l'argent par exemple, et on le retrouve dans des centaines de minéraux différents, dont le plus célèbre est certainement la pêche blinde. Plus généralement, l'uranium est présent dans les roches granitiques et sédimentaires à raison de 2,7 g par tonne, et donc aussi par érosion de ces dernières dans l'eau douce et l'eau de mer. 3 g par tonne, ça ne fait pas grand-chose. Heureusement, certains minerais en contiennent des concentrations beaucoup plus fortes. Si une concentration en uranium de 0,01% est considérée exploitable, les gisements les plus riches dans l'ouest canadien atteignent des concentrations de 23%. Ces minerais d'uranium, comme d'autres minerais, sont extraits du sol dans des mines souterraines ou à ciel ouvert. L'uranium lui-même est séparé des minéraux et des impuretés qui l'accompagnent par dissolution dans une solution acide ou basique puis filtration. Parfois, c'est de plus en plus courant, cette dissolution est réalisée directement en sous-sol, grâce à des puits, ce qui permet de sauver une étape et de préserver le paysage. L'uranium dissous est ensuite précipité puis chauffé à plusieurs centaines de degrés Celsius pour former un concentré d'uranium oxydé en poudre, le célèbre yellow cake. Alors le yellow cake, contrairement à ce que son nom laisse entendre, n'est pas forcément jaune, il peut aussi être noir ou rouge. C'est sous cette forme que l'uranium est exporté depuis les mines. Il faut préciser enfin que le yellow cake ne peut pas être utilisé directement car il contient encore beaucoup trop d'impuretés. L'uranium est donc purifié une seconde fois par de nouvelles étapes de dissolution, extraction puis précipitation pour donner au final du dioxyde d'uranium pur. Si on regarde la composition isotopique de l'uranium naturel, c'est-à-dire tous les isotopes différents qu'il compose, on se rend compte que 99,3% de l'uranium naturel est en fait l'isotope 238. L'isotope 235 est beaucoup moins présent avec seulement 0,7%. Enfin, on trouve aussi l'isotope 234, mais seulement à l'état de trace. La bombe atomique nécessitant de la matière fissile, seul l'isotope 235 de l'uranium est utile, et sa proportion dans l'uranium naturel doit être accrue de 0,7 à environ 90%. On parle d'enrichissement de l'uranium pour désigner ce processus. Pour enrichir l'uranium naturel en l'un de ces isotopes, il va falloir d'une manière ou d'une autre pouvoir les séparer. En règle générale, pour séparer des composés chimiques différents, on se base sur leurs propriétés chimiques différentes. Par exemple, une affinité particulière pour un solvant ou une température d'ébullition particulière. Or, les isotopes sont des éléments possédant le même nombre de protons, donc un nombre identique d'électrons. Leurs propriétés chimiques sont donc les mêmes. Comment dès lors les séparer ? Eh bien, en utilisant la seule différence entre l'uranium 238 et l'uranium 235, c'est-à-dire leur masse. Les premiers étant plus lourds de 3 neutrons que les deuxièmes. Seulement voilà, 3 neutrons pour de si gros atomes, c'est pas lourd. Ça nous fait une différence de masse de 1,26% entre les deux. Comment séparer des éléments suivant leur masse quand la différence est si faible ? Le niveau de précision requis nous laisse entrevoir l'entreprise pharaonique que représentait ce challenge pour les scientifiques du projet Manhattan de construction de la première bombe atomique américaine. Pour le surmonter, ils vont développer non pas une, mais 3 méthodes complémentaires d'enrichissement de l'uranium. La première technique déployée pour enrichir l'uranium à échelle industrielle fut la séparation électromagnétique. La séparation électromagnétique des isotopes peut se résumer à l'emploi de spectromètres de masse géants, nommés calutrons car dérivés du cyclotron de l'Université de Californie. Le principe de fonctionnement d'un calutron est le suivant. Du tétrachlorure d'uranium est chauffé pour devenir de la vapeur. Puis la vapeur est ionisée, c'est-à-dire que les molécules sont débarrassées d'un électron pour devenir chargées. On appelle alors ces molécules des ions. Les ions ont l'avantage de pouvoir être accélérés par un champ électrique puis déviés à 180 degrés par un puissant champ magnétique. Les ions de l'isotope 238, plus lourds, étant moins déviés par le champ magnétique que ceux de l'isotope 235, leur trajectoire est légèrement différente. Les ions déviés viennent donc frapper un collecteur en des endroits différents suivant leur masse, ce qui permet de les séparer. On récupère ainsi d'un côté l'uranium enrichi en isotope 235 et de l'autre l'uranium appauvri en isotope 235. À Oak Ridge, dans le Tennessee, sur la zone Y12 du complexe industriel construit pour l'occasion,
un électroaimant géant de 36 mètres de long et 4 mètres de haut fut assemblé. Dans cet aimant venaient se loger les calutrons, contenant chacun une source et une cible dans une enceinte sous vide pour réaliser la séparation. Cette machine unique en son genre, opérationnelle en 1943, fut nommée le calutron alpha. En 1944, elle produisit les premiers grammes d'uranium enrichi à 13%. Un second calutron, le bêta, fut construit la même année pour enrichir encore le produit du premier et amener la concentration en uranium-235 aux 90% requis pour la bombe. L'histoire veut que la construction des bobines des électroaimants des calutrons, alpha et bêta, nécessita 13 000 tonnes d'argent qui furent empruntées au Trésor américain, puis rendues à la fin des opérations en 1970. La séparation par calutron a été abandonnée quelques années après la guerre à cause de sa lenteur, quoique dans les années 80, l'Irak de Saddam Hussein ait tenté de construire un calutron pour son programme nucléaire secret, mis à jour pendant la première guerre du Golfe. Pour aider les calutrons du projet Manhattan dans leurs tâches et accélérer le tout, deux autres techniques d'enrichissement de l'uranium furent déployées, toutes deux basées sur la diffusion. La diffusion, c'est un terme pour décrire le déplacement des molécules d'un endroit à un autre. Pendant l'effort de guerre, la première technique basée sur la diffusion utilisée fut la diffusion thermique, à partir de janvier 1945 pour préenrichir rapidement l'uranium de 0,7 à environ 1%, afin de diminuer le temps requis par les méthodes subséquentes pour atteindre des concentrations plus élevées. Une usine fut construite sous le nom de code S50 et produisit 25 tonnes d'uranium faiblement enrichi pour le projet Manhattan. La séparation des isotopes par diffusion thermique ou thermodiffusion repose sur l'effet Soré, du nom du chimiste suisse Charles Soré qui l'a décrit. La thermodiffusion est la tendance qu'ont des molécules légères à diffuser vers des surfaces plus chaudes que des molécules plus lourdes. Pour faciliter la séparation par diffusion, elle sera réalisée sur l'uranium sous forme gazeuse, parce que vous imaginez bien que sous forme solide, ça aurait été un peu long. Le truc, c'est que l'uranium n'est pas volatile, loin de là. Pour en faire un gaz, il faudrait le chauffer à plus de 4000 degrés Celsius, ce qui n'est pas du tout pratique. Pour le rendre plus volatile, on peut lui ajouter du chlore, pour former du tétrachlorure d'uranium. Mais il faut encore chauffer à 800 degrés. Pour le calutron, ça allait, parce qu'on était sous vide et on travaillait avec de très faibles quantités. À plus grande échelle, 800 degrés, c'est pas encore ça. Pour rendre l'uranium beaucoup plus volatile, on va lui ajouter du fluor, en faisant réagir le dioxyde d'uranium, produit final du processus d'extraction, avec de l'acide fluorhydrique puis du fluor gazeux. 6 atomes de fluor viennent se greffer à chaque atome d'uranium, à la place de l'oxygène, pour former de l'hexafluorure d'uranium, UF6. Acide fluorhydrique, fluor gazeux, là c'est pas l'atelier du petit chimiste. Mais bon, l'hexafluorure d'uranium est la seule molécule contenant de l'uranium qui soit à la fois suffisamment volatile et appropriée à la séparation isotopique, car le fluor n'a qu'un seul isotope et n'interfère donc pas dans la séparation. Donc on fait avec. Revenons à la thermodiffusion. Les molécules d'hexafluorure d'uranium-235 étant plus légères que leurs homologues d'hexafluorure d'uranium-238, elles auront tendance, suivant l'effet Soré, à diffuser vers les surfaces plus chaudes. Le dispositif mis en place fut le suivant. De longues colonnes formées de 3 tubes concentriques furent utilisées. Dans le tube central circulait de la vapeur d'eau, dans le tube externe de l'eau froide, et entre les deux l'hexafluorure d'uranium gazeux. Un gradient se créait entre les parois chaudes et froides, et un courant de convection entraînait l'hexafluorure d'uranium-238 vers le bas de la colonne et l'hexafluorure d'uranium-235 vers le haut de cette dernière, séparant les deux isotopes. Pour des raisons de coût et d'efficacité, la diffusion thermique ne fut jamais pleinement déployée dans le cadre du projet Manhattan et fut la première technique de séparation abandonnée, et ce, dès la fin de la guerre. La plus vaste usine construite pour le projet Manhattan fut le site K25 de séparation par diffusion gazeuse. Cette installation fut utilisée à partir de février 1945 pour enrichir l'uranium à environ 5-10%, matière première pour l'ultime étape d'enrichissement par les calutrons. La diffusion gazeuse est basée sur la loi de Graham, qui stipule que la vitesse de diffusion d'un gaz est inversement proportionnelle à la racine carrée de sa masse moléculaire. Autrement dit, les molécules gazeuses les plus légères s'échappent plus facilement d'un contenant poreux que les plus lourdes. Afin de séparer nos isotopes de l'hexafluorure d'uranium, encore lui, est forcé sous pression à travers un matériau poreux appelé membrane semi-perméable. Les molécules d'uranium-235 passent alors plus vite à travers les pores que les molécules d'uranium-238. La capacité de séparation d'une seule membrane est très faible, mais l'utilisation du procédé en cascade regroupant des milliers d'étages identiques permet d'atteindre les niveaux de séparation requis. Si la diffusion thermique et la séparation électromagnétique, comme technique séparative, furent rapidement abandonnées, la diffusion gazeuse perdura jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, le procédé consomme beaucoup d'énergie pour compresser le gaz, puis le refroidir avant de le recompresser et ainsi de suite des milliers de fois. À tel point qu'en France, l'usine d'enrichissement Georges Besse, qui utilisait la diffusion gazeuse, a été construite juste à côté de la centrale nucléaire du Tricastin, dont elle consommait 60% de l'électricité produite. Cet inconvénient a conduit à son remplacement par une solution bien plus efficace, la centrifugation gazeuse.
Abandonnée par le projet Manhattan, puis développée au début de la guerre froide par l'Union soviétique, la centrifugation gazeuse s'est imposée depuis comme la technique de choix pour l'enrichissement de l'uranium, car elle consomme au moins 50 fois moins d'énergie que la diffusion gazeuse. Le fonctionnement est le suivant. De l'hexafluorure d'uranium gazeux, toujours lui, est injecté dans un cylindre en rotation rapide. La force centrifuge crée un gradient radial, les molécules les plus lourdes sont alors plaquées contre la paroi et les plus légères migrent vers le centre. La base du cylindre est chauffée pour qu'un mouvement de convection entraîne les molécules les plus légères, l'uranium-235, vers le haut et les plus lourdes, l'uranium-238, vers le bas, facilitant leur pompage. Comme avec la diffusion gazeuse, la capacité séparatrice d'une seule centrifugeuse est très faible, d'où la nécessité d'en utiliser un très grand nombre en cascade, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Les vitesses de rotation importantes des centrifugeuses, 1500 tours par seconde, oui, par seconde, nécessitent une grande précision de fabrication. Cette technicité a pour avantage de faciliter la surveillance de cette technologie sensible et les contrôles douaniers. D'autres solutions pour séparer les isotopes de l'uranium ont été étudiées, parfois déployées à l'échelle pilote, mais ne sont pas encore compétitives. On peut citer la séparation par flux laminaire, qui utilise de minuscules buses pour séparer un jet d'hexafluorure d'uranium suivant la masse de ces isotopes, ou la séparation laser qui repose sur le fait que différents isotopes soient excités par des lasers de différentes longueurs d'onde. Enfin, la séparation chimique qui tire profit de la différence infime de solubilité entre les isotopes. Une fois le chlorure ou l'hexafluorure d'uranium enrichi, il ne reste plus ensuite qu'à le transformer en uranium métallique, en virant le chlore ou le fluor, pour obtenir de l'uranium enrichi métallique. Ce métal enrichi à 90% en uranium-235 peut ensuite être usiné pour fabriquer une bombe atomique. Enrichir l'uranium est un processus lourd et coûteux. La preuve en est que dans le cadre du projet Manhattan, 3 usines, dont l'une était alors la plus grande du monde, durent être construites pour fournir la matière fissile nécessaire à une seule bombe, Little Boy. Aussi, les scientifiques qui travaillaient dans l'urgence de la guerre poursuivirent en parallèle une autre voie, qui consiste à produire la matière fissile artificiellement, matière qui servira aux bombes Gadget et Fat Man, mais nous en parlerons une prochaine fois. Ah oui, j'allais oublier. Pour ce qui est du lien entre tout ce que je viens de vous raconter et la cuisine, eh bien la petite histoire, c'est que l'hexafluorure d'uranium est un gaz très réactif et corrosif, et donc de nouveaux matériaux doivent être développés pour le manipuler. L'un de ces matériaux, le polytétrafluoroéthylène, ou téflon, est devenu depuis d'usage courant. Avec ça, mais aussi avec ça. Eh oui. Allez, à la prochaine.